voici au rendez-vous pour vous faire découvrir les causes principales de l'instabilité monétaire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ensemble avec l'ISADEL. On est ensemble avec l'ISADEL, mesdames et messieurs. Nous allons parler avec l'expert de la macroéconomie. C'est pourquoi je propose de suivre cet élément et on se retrouve tout juste après. La RDC est un pays potentiellement riche. Elle dispose non seulement des ressources naturelles, mais aussi des ressources humaines. En l'occurrence, dans le domaine de l'économie, voici Alemalata Kafunda, l'homme de la macroéconomie, expert en économie monétaire, financière et internationale. En sa qualité d'expert en économie, ce dernier est considéré comme une bibliothèque. Cependant, il possède des compétences en macroéconomique et programmation financière. Alemalata est aussi doué en coopération monétaire, en recherche économique, en stratégie et en innovation. Vu ses compétences, Alemalata Kafunda a été pendant 7 bonnes années conseiller du gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle. De ces faits, l'homme de la macroéconomie a bravé les échelons avec sa participation aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international, FMI en sigle. En gros, l'expert de la macroéconomie, Alemalata, continue ses merveilleuses expériences en marquant son époque avec les associations des banques centrales africaines. Signalons que Alemalata est dispensateur de cours de programmation financière et de l'introduction à l'économie monétaire. Cet homme de la macroéconomie ne cesse de servir la RDC, son pays, avec passion et dévouement. Dans le but de conserver et de mettre à la disposition du public son bagage intellectuel, Alemalata a décidé de publier plus de 7 articles. Comme dit-on, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Notons que, selon l'ordre chronologique, la vérification empirique de l'interaction stratégique entre la désinflation et les anticipations des agents économiques en RDC, c'est le premier article publié par Alemalata en 2006 dans la revue Analyse et Prospective. Et sa dernière publication était en 2015, titrée « Polarisation de l'économie congolaise entre patients avec la mémoire d'un éléphant » dans la revue Cahier économique de l'Institut de recherche économique et sociale. Hormis ses multiples occupations, l'homme de la macroéconomie a un loisir surprenant. C'est celui de former et d'encadrer scientifiquement et culturellement les jeunes. Quel homme, animé d'une telle passion noble, compétent, honnête, très attaché et dévoué à l'exercice de sa profession. Alemalata Kafunda, l'expert de la macroéconomie, est un modèle à suivre. Voilà, c'était là justement le portrait de notre invité du jour, M. Alemalata. Bonjour, M. Alain. Bonjour, Madame Francine. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et voilà, vous? moi aussi je vais bien, merci. Voilà, vous êtes expert en macroéconomie. Nous avons remarqué que notre pays, depuis l'indépendance, il y a eu des réformes monétaires en 1967, aussi en 2012, il y a eu des réformes monétaires. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette instabilité monétaire? Merci, Madame Francine. Comme vous l'avez souligné, notre pays a connu beaucoup de réformes monétaires depuis l'indépendance. Il y avait d'ailleurs eu une réforme déjà en 1963 qui finalement a été relayée par la grande réforme de 1967 qui a introduit les zaïrs, monnaie. Il y a eu plusieurs autres réformes après, des réformes mineures et des réformes majeures, notamment les passages au taux de change flottant en 1983, alors qu'on était en taux de change fixe. Il y a eu des réformes qui ont amené, par exemple, l'introduction des billets qu'on appelle les grosses coupures, des billets à valeur faciale élevée. À l'époque, dans les années 90, on a vu émerger des billets d'1 million, de 5 millions de zaïrs, également des billets de 200 000 zaïrs, de 100 000 nouveaux zaïrs. Et aujourd'hui, nous avons les billets des francs congolais qui ont subi également une réforme avec l'introduction des coupures à valeur faciale élevée en 2012 à la suite de l'instabilité monétaire. Les réformes monétaires généralement, parce qu'il y a plusieurs types de réformes monétaires, mais les réformes monétaires dont nous parlons, avec l'instabilité de la structure de la monnaie en circulation, notamment de la structure fiduciaire, sont généralement la résultante de l'instabilité. Et cette instabilité macroéconomique
attestée généralement par la volatilité des taux de change. Il y a des dépréciations fortes. Et puis, les taux de change évoluent de manière volatile, avec des prix également, des biens et services qui augmentent de façon démesurée et qui sont volatiles à des niveaux très très élevés. C'est lié à des causes, différents types de causes, qu'on pourrait qualifier des causes conjoncturelles, des causes structurelles. Les causes conjoncturelles qui sont liées à la mise en œuvre généralement des politiques macroéconomiques, telles que la politique monétaire menée par la Banque centrale et la politique budgétaire exécutée par le gouvernement, qui se traduisent par exemple par une augmentation importante des liquidités de la masse monétaire, finalement de la demande globale, et il y aura des pressions sur les prix et notamment sur les taux de change. Donc ça sont les causes conjoncturelles. L'expansion des politiques monétaires et budgétaires qui amène finalement à l'expansion de la quantité de monnaie en circulation, qui va faire pression sur les prix et les taux de change. Voilà. Alors, vous pensez que l'instabilité monétaire peut être à la base du phénomène de dollarisation? Bien sûr. Comme je l'ai dit, avec l'instabilité, ça réduit la confiance. Donc, il y a des causes structurelles, notamment les niveaux de l'offre, qui est insuffisante par rapport à la demande. Et là, c'est lié à beaucoup de pesanteurs d'ordre structurel. Je peux prendre par exemple l'absence de maîtrise des dépenses publiques de fonctionnement, qui finalement fait pression sur la liquidité et avec les conséquences que nous connaissons. La dollarisation, c'est un phénomène complexe qui peut renvoyer à plusieurs dimensions. Je voulais épingler l'une des dimensions que nous pouvons considérer dans notre analyse, la dimension où la monnaie est un bien comme les autres, un actif, un bien qui peut vous aider à protéger votre épargne, votre richesse. Et tout agent économique, les ménages, les entreprises, même l'État, voudraient préserver leur richesse, c'est-à-dire les pouvoirs d'achat, à court, à moyen et à long terme. Et pour cela, ils doivent avoir confiance en la capacité de l'actif à conserver son pouvoir d'achat dans les temps, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et là, la monnaie fait partie de la richesse de l'individu. Alors, si un actif qui fait partie, un avoir qui fait partie de la richesse de l'individu, perd sa stabilité, c'est-à-dire comporte beaucoup de risques, automatiquement, les agents économiques seront incités à vouloir rejeter cet actif. Prenons par exemple, vous avez acheté un immeuble qui se trouve brutalement dans une zone érosive. Donc, il y a les risques là qui vont vous pousser à un moment donné à repousser même l'immeuble en question en revendant ça sur le marché très rapidement dès que vous aurez appris qu'il y a des risques tout autour de cet actif-là. Donc, la monnaie étant un actif qui vous permet de conserver la richesse, les agents économiques regardent aux risques et ces risques-là sont mesurés notamment par l'inflation et les taux de change. Et ces risques-là permettent aux agents économiques d'avoir de la confiance. C'est la raison pour laquelle vous voyez les agents aller vers les monnaies fortes comme les dollars, l'euro, pour conserver la richesse, parce que ces monnaies-là ont acquis une certaine culture de la stabilité, de la crédibilité. Et donc, vous n'avez pas peur de les mettre dans votre portefeuille parce que vous savez qu'aujourd'hui et demain, ces monnaies-là vont conserver leur valeur. Et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est pas aujourd'hui, vous conservez la richesse et le lendemain, vous, les pouvoirs d'achat, et le lendemain, vous les perdez, que les agents vont commencer à avoir confiance en vous. L'élément confiance est un ingrédient qui s'acquiert sur le long terme et non pas simplement sur des petits résultats positifs à court terme. Donc voilà un peu la raison pour laquelle les agents économiques préfèrent les dollars et l'euro, donc les monnaies étrangères, pour pouvoir se protéger. Les jours où nous reconquérons notre crédibilité en matière monétaire avec des taux d'inflation bas et des taux de change qui sont assez stables, à long terme, les agents économiques vont retourner également dans notre monnaie pour en faire un des actifs de conservation de leurs richesses. Mais les dangers, souvent, ce que nous remarquons, c'est que les responsables publics ont tendance à vouloir imposer la dédollarisation ou la lutte contre l'utilisation des monnaies étrangères. Ce n'est pas un phénomène qui peut être rapidement réalisé à partir des mesures brutales. Donc, il faut être patient. Nous avons, par exemple, fait des études sur des pays d'Amérique latine qui étaient dédollarisés. On a stabilisé aujourd'hui, mais la réaction des agents économiques pouvait venir après 9 ans, après 10 ans. L'essentiel, c'est d'avoir de la patience et de reconquérir durablement la confiance. Et en ce moment-là, vous allez voir les agents économiques d'eux-mêmes commencer à préférer la monnaie nationale et se débarrasser des monnaies étrangères. Voilà, alors que faire pour stabiliser la monnaie? Il y a principalement deux grandes actions à mener.
Il y a une multitude d'autres actions connexes, mais je parle des principales actions. Il y a l'action rapide et à court terme. Pour stabiliser une monnaie, tous les experts s'accordent à dire dans le monde entier, et nous l'avons vu également dans notre pays, qu'il faut bien coordonner, bien gérer la politique budgétaire et la politique monétaire. De manière coordonnée, c'est-à-dire il y a des cibles qui peuvent être mises. Par exemple, pour les taux d'inflation, on peut se dire que les taux d'inflation ne doivent pas dépasser un niveau de 4%. Donc l'augmentation, la variation des prix des biens et services sur le marché doit être au maximum au niveau de 4% l'an. À l'heure actuelle, nous utilisons la cible de 7% qui a été déterminée par les banques centrales de toute l'Afrique, réunies dans le cadre de la coopération monétaire en Afrique, les niveaux de 7%. Mais l'objectif ultime, c'est de parvenir à conserver la variabilité, la variation des prix tout autour de 3-4%. Alors, on va commencer à vérifier cela, donc à fixer des cibles mensuelles. 4% c'est pour l'année. On va fixer des objectifs mensuels et on va commencer à les poursuivre pour s'assurer que les cibles ne sont pas dépassées. Et au cas où il y aurait des risques de dépassement, déjà anticipativement, on pourrait prendre des mesures de correction pour éviter que nous puissions dépasser la cible. La même chose également pour les taux de change, parce que les deux vont généralement ensemble, surtout que nous sommes un pays dollarisé. Donc il faut bien gérer les politiques monétaires et budgétaires. Et pour ça, il faut des réformes, particulièrement du côté budgétaire, avec la maîtrise des dépenses publiques. C'est comme ça que nous mettons des fois des règles. Les économies se mettent des règles. On dit par exemple les dépenses de fonctionnement ne doivent pas croître d'autant de pourcents par exemple par an, parce que les risques est que ça gonfle inutilement la dépense globale de l'économie et ça fera pression sur l'inflation et les taux de change. Mais du côté également de l'offre, nous devons travailler à l'amélioration de l'offre des biens et services, par exemple les produits de première nécessité qu'on importe inutilement ici, comme le maïs, et on commence à importer même les riz, les poissons et tout ça. On peut produire ça localement, et pour cela il faut des bonnes politiques, ce qu'on appelle les politiques structurelles, qui vont tabler sur, par exemple, l'augmentation de la production industrielle, l'augmentation de la production agricole et des autres biens et services. Il faut des politiques structurelles. Et ces politiques doivent être accompagnées par des programmes par exemple de développement des infrastructures, parce que pour que les entreprises se déploient par exemple à l'intérieur, s'il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de mécanismes par exemple de distribution d'eau, ainsi de suite, et de télécommunications, comment les entreprises iraient se déployer dans les coins les plus reculés. Donc il faut qu'il y ait un grand programme d'infrastructures routières, ferroviaires, de développement des ports, des aéroports, de l'énergie, d'assainissement d'eau et des télécommunications, pour encourager les entreprises à pouvoir se déplacer, à se déployer à l'intérieur afin d'augmenter l'offre de biens et services. Mais aussi, il ne faut pas oublier la politique de l'éducation, parce que quand on parle de production, il faut qu'il y ait des personnes qui savent produire. En d'autres termes, ces personnes doivent être bien formées. On doit améliorer notre système de formation professionnelle et d'éducation. C'est par exemple, on peut développer des petits producteurs. Vous remarquez, il y a beaucoup de producteurs indiens, indo-libanais ici. Ils n'ont pas nécessairement des formations universitaires. Vous parlez des formations professionnelles, c'est-à-dire quoi? On doit avoir des centres de formation comme INP? Bien sûr, bien sûr. Je prends l'exemple, par exemple, de la Suisse, qui a développé un ensemble de mécanismes pour stimuler la formation professionnelle, avec, par exemple, la mise en place de 250 filières de formation professionnelle, où on forme, par exemple, des menuisiers, des boulangers, des horticulteurs, dans différents métiers, la pâtisserie, la gastronomie, l'horlogerie et tout ça, qui peut permettre de déployer des entrepreneurs, des petits entrepreneurs à travers des PME avec des mécanismes d'encadrement pour les accompagner techniquement, financièrement et sur le plan logistique aussi, afin de faire émerger des petites entreprises, des PME, parce que généralement dans la plupart des économies ou des grands pays, les tissus économiques est constitué en majorité des PME et ce sont des petits producteurs. Et donc, mais sans oublier également la formation universitaire, parce que c'est un élément de pointe dans le cadre notamment du développement, de la production des biens technologiques et tout ça. Il faut de la recherche, développer la recherche. Il faut donc implanter un système bien structuré d'instituer des centres de formation professionnelle et s'aimer ça à travers les pays. Et il ne faut pas attendre que les résultats viennent en un jour. C'est un projet à long terme. Oui, vous-même, pour vous former, on a pris plus de 15 ans pour avoir, par exemple, un diplômé en sciences de l'information. Il y a eu plus de 17 ans. Et donc, il faut être patient. Quand on fait les réformes,
il faut de la patience. Il ne faut pas être pressé. Vous plantez les grains aujourd'hui, demain vous allez déterrer pour chercher si les grains a germé ou pas. Mais si vous posez les bonnes actions, vous êtes sûr également d'avoir des bons résultats. Donc ça demande de la patience, de la persévérance, en sachant les chemins que nous allons parcourir pour aboutir à des résultats. On peut dire aussi, pour stabiliser la monnaie, il faut avoir de la patience. Oui, il faut de la patience parce que c'est un élément qui touche aussi à la mémoire. Mais la stabilité monétaire, c'est quelque chose qui peut être facilement obtenu à court terme. Il est admis dans les milieux des économistes qu'avec une certaine prudence de la gestion des finances publiques et de la politique monétaire, s'il y a l'information qui circule entre les deux et les deux institutions s'engagent à suivre les critères de performance, ils peuvent, les critères de performance macroéconomique, ils peuvent même rapidement, déjà dans les 2, 3, 4 semaines, vous pouvez voir, commencer à voir les premiers résultats. Mais le problème, c'est qu'il faut les maintenir à moyen et à long terme. Les problèmes, les fonds du problème de la RDC, c'est quoi? Nous ne persévérons pas dans l'effort. Nous pouvons faire des bons résultats aujourd'hui. L'année d'après, on se relâche et on voit la situation déraper. Si vous analysez par exemple la situation économique de la RDC depuis 1975 ou 76, quand on a commencé à lancer les premiers programmes de stabilisation monétaire, on remarque que de ces années-là à 2023, on a réalisé plus de 7 initiatives de stabilisation des prix. Mais toutes les initiatives ont fait au maximum, je dis bien au maximum, 3 ans. Maintenir les taux d'inflation en dessous, par exemple, de 6% ou de 7%. Généralement, c'est 3 ans. Or, la stabilité doit s'inscrire sur 10 ans. Des pays comme la Suisse, l'Allemagne, c'est pendant plus de 40 ans qu'ils ont maintenu des taux d'inflation bas et leurs taux de change stables. Donc, ce n'est pas une affaire d'un point dans les temps, mais c'est une affaire de continuité. Voilà. Vous, en tant qu'expert de la macroéconomie, nous résumez au moins 3 stratégies pratiques qui peuvent aider la RDC à stabiliser sa monnaie. Merci, Madame Francine. La première chose, c'est de fixer des objectifs clairs sur le plan macroéconomique. Et là, nous avons des cadres qui nous sont déjà fournis, notamment par des accords de coopération monétaire internationale. On peut fixer des objectifs, par exemple, en matière d'inflation. Sur les taux de change, on ne sait pas fixer des objectifs parce que nous sommes des objectifs quantitatifs, parce que nous sommes en taux de change flottant. Et la logique de fonctionnement des taux de change flottants, c'est de ne pas fixer un taux de change niveau, mais on va veiller, par exemple, à réduire la variabilité, c'est-à-dire la variation des taux de change dans les temps entre 2 ou plusieurs périodes. Et pour les taux d'inflation, on peut fixer l'objectif, par exemple, de taux d'inflation de 5% maximum et avoir des critères de performance pour les responsables des politiques monétaires et budgétaires. Donc, ces contrats de performance obligeront ceux qui sont responsables de ces politiques de pouvoir surveiller tous les risques qui peuvent nous déraper, nous faire dévier par rapport à l'objectif. La deuxième chose, donc, c'est lié à la première proposition, c'est de mettre en place maintenant un cadre de coordination qui est renforcé, qui permet de faire des évaluations régulières et qui facilite également la communication de l'information entre tous les responsables des politiques macroéconomiques. Et dans cela, si je dois aller un peu plus loin, c'est de maîtriser également les dépenses publiques, particulièrement les dépenses de fonctionnement. Et la troisième chose, c'est de s'attaquer à la problématique de l'offre. Il faut améliorer l'offre des biens et services à travers des politiques industrielles et des politiques de développement des infrastructures qui vont encourager les entreprises à se déployer vers l'intérieur, mais aussi de faire des réformes de fonds sur le plan institutionnel pour éviter qu'il y ait, par exemple, une explosion inutile de dépenses qui limiterait, par exemple, la marge de l'État pour financer des grands programmes d'infrastructures. Et enfin, c'est la patience. Si on plante les bons grains, comme je l'ai dit, dans une bonne terre, vous êtes sûr d'avoir des résultats. Et pour cela, vous avez besoin de la patience, de la persévérance et de la détermination sur le court, sur le long, ainsi que sur le court, les moyens, ainsi que sur le long terme. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Francine. Merci également Francine. pour les stratégies que vous nous avez données pour stabiliser la monnaie nationale. Donc, très chers téléspectateurs, c'était là l'homme de la macroéconomie, M. Alain Malata, le professeur en même temps, expert aussi en économie. On se retrouve très prochainement pour les sujets économiques avec le professeur. Au revoir.